de plein d'endroits où il y a des émotions qui sont particulières et où tout le monde a envie de venir. Donc voilà, donc vous l'avez compris, on a maintenant fait les enjeux. On va passer la parole à nos amis. Jean-Laurent, je te laisse, tu te présenteras, mais je vais peut-être dire en président du Viguera Nature, trésorier du Centre permanent d'initiative pour l'environnement en Rhône-Pays d'Arc, ancien directeur et président des ANV, gestionnaire de la réserve naturelle nationale du Marais du Viguera. Michel Perronnet, ingénieur, 39 ans de vie professionnelle, au port autonome maritime, directeur des projets industriels et énergétiques à Fos de 99 à 2009, directeur des projets industriels et énergie, ça je l'ai dit, directeur général Fluxel, filiale, opérateur, bref, une carrière, voilà, c'est un solide fervent de l'industrie. Et vous l'avez compris, Jean-Laurent est un solide fervent de l'écologie. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'ensemble, avec d'autres experts, comme quoi tout est toujours possible, quand on met de la bonne volonté, quand on est collaboratif, on a le monde de l'industrie et les écolos qui ont bossé ensemble pour faire des alternatives et pouvoir les chiffrer parce qu'il y a des alternatives. Donc messieurs, the floor is yours. Vous m'entendez? Voilà. Merci beaucoup, bonsoir. On va être assez rapide pour parler directement des alternatives. Il faut savoir que quand on a rencontré RTE, quand on a rencontré la préfecture, quand on a discuté la manière dont tout le monde a parlé de cette concertation, qui n'en est pas vraiment une, on nous a toujours expliqué qu'il n'y avait pas d'autre solution, que c'était la seule solution pour sauver l'industrie française. Donc, et qu'avec le port de Dunkerque et le port du Havre, il n'y avait pas de choix, Donc on a essayé, alors moi je suis biologiste en effet, on a essayé avec des personnes comme Michel et d'autres personnes, une dizaine de personnes, des associations spécialisées dans l'énergie, on a essayé de réfléchir à des alternatives. Et donc ce qu'on va vous présenter avec Michel, c'est le travail d'un collectif d'une dizaine de personnes. Alors certains ne veulent pas qu'on parle d'eux parce qu'ils sont encore en activité dans des grands groupes industriels, d'autres sont retraités comme nous. Et donc nous avons plus de liberté, mais je vais laisser la parole à Michel qui va vous présenter assez rapidement le contexte puis les alternatives. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est écouter le raisonnement qui a été le nôtre, qui conduit à une solution alternative, qui n'a pas la prétention d'être la seule, et qui a la prétention de dire à monsieur le préfet, parce que le message qu'on fait passer ce soir, il est plus pour monsieur le préfet et un certain nombre d'acteurs économiques que je connais bien, je l'ai dit à Jean-Luc Chauvin à la Chambre de commerce, vous vous trompez. Et on peut faire autrement. Et bien sûr, c'est surprenant pour certains, j'ai la parole libre parce que je suis à la retraite. C'est très compliqué en ce moment pour un certain nombre d'acteurs économiques qui sont en activité de s'exprimer contre ce projet. Vous l'avez vu, ça se fait avec une forme de brutalité et on ne peut pas l'accepter, cette brutalité. Alors, la solution qu'on vous présente, pour ne pas se faire piéger par les services de l'État, on a fait un travail qui consiste à dire on ne remet pas en cause les projets qui sont publiquement identifiés à Fos. On les prend tous en compte. On a pris en compte des données publiques qui ne sont non contestables. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous verrez ce que je vais dire tout à l'heure. Et on a pris en compte les données fournies par RTE. Alors, pour commencer, il faut vraiment aussi, puisqu'on parle du décarboné, oui, sans saccager. C'est quoi décarboner aujourd'hui l'industrie? Il y a 4 façons de le faire. La première façon, c'est d'abandonner les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, et de recourir à l'électricité. L'exemple typique, c'est demain, peut-être, ArcelorMittal arrêtera ses hauts fourneaux et passera à des fours électriques. Chez ArcelorMittal, la décision n'est pas prise. J'arrive de Dunkerque, tout à l'heure, ce matin j'étais encore à Dunkerque pour un dossier. Chez ArcelorMittal à Dunkerque, les hauts fourneaux fonctionnent. Donc les décisions ne sont pas prises. La deuxième méthode, c'est pour certains, vous en entendez beaucoup parler, c'est de recourir à la captation du CO2 pour le transporter, le liquéfier, le mettre au bout, en faire de la valorisation pour faire des carburants. Certains vous parlent de ça tous les jours dans la presse. La troisième méthode, c'est de recourir à de l'hydrogène pour faire par exemple à la réduction du minerai de fer, au lieu de faire avec le charbon comme on le fait traditionnellement chez ArcelorMittal, on le ferait avec de l'hydrogène, c'est le fameux projet Gravity, ou de l'hydrogène pour mettre avec la combinaison du CO2 pour faire des carburants.
voilà, vous en entendez parler. Et puis la quatrième méthode, c'est de recourir massivement aux énergies renouvelables, comme l'éolien offshore, le photovoltaïque, et certains parlent également de STEP, c'est-à-dire d'utiliser l'hydraulique pour faire du stockage de l'énergie. Alors, ce que je peux affirmer, et il n'y a personne qui pourra aller contre, la captation du CO2, les changements de procédé avec l'hydrogène, industriellement, c'est pas mature, ça n'est pas mature, et économiquement, ça n'est pas mature. Les électrolyseurs de grande masse, renseignez-vous, ça n'est pas mature. Donc, on a le temps. On a le temps de trouver des solutions alternatives. Il n'y a pas d'urgence, contrairement à ce que dit Monsieur le Préfet, et contrairement à ce que dit RTE. Alors, pour démonter le projet RTE et essayer de proposer une solution alternative, il faut revenir aux fondamentaux de RTE. On peut faire d'empathie, se mettre à leur place. Le réseau RTE, c'est un réseau de 400 000 volts, avec des lignes également de 225 000, avec des points clés qui sont les postes de transformation. Vous en connaissez un par cœur, puisque c'est le point de départ de la ligne THT, c'est Jean-Pierre Saint-Vincent. Juste au-dessus, il y a un point encore plus important qui est Tabel. Et vous avez également le réacteur, qui est juste entre Aix et Marseille. Et vous avez bien sûr à la cible de Fosse, le poste dont on parle, qui est le poste fluvial, qu'il faudrait renforcer. Et vous avez, M. Balil en a parlé tout à l'heure, vous avez aussi la ligne qui arrive à Boutre, c'est grosso modo Cadarache, qui est sur la fameuse ligne Boutre-Carrosse, qui a bien sûr fait l'objet d'un arrêt il y a de nombreuses décennies. Donc, on peut comprendre, quand on se met à la place de RTE, que RTE ait besoin de renforcer son réseau, de le sécuriser par l'ouest, et puis bien sûr de faire face à des demandes croissantes. On peut le comprendre. Sauf qu'on ne le conteste pas. Néanmoins, le travail qu'on a fait, c'est qu'on a fait un travail qui n'a pas été fait par RTE ni par les services de l'État. C'est que les besoins d'électricité, si vous les segmentez en tout ce qui est nécessaire pour la population, les voitures électriques, les pompes à chaleur, les data centers, les fours électriques, comme ceux d'ArcelorMittal, et si vous mettez de côté l'hydrogène, sur lequel on a le temps, si vous segmentez ces besoins d'électricité, vous allez voir la démonstration qu'on fait sur le fait que RTE n'a pas besoin de la ligne 4 Go en THT. Et pourquoi il n'en a pas besoin? C'est que dans le dossier, là aussi, je rappelle ce qui est dans le dossier, RTE a décidé, sans que ça fasse une concentration particulière, de renforcer le poste de Roquerousse, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est juste au nord de Salon, de passer la ligne qui va de Roquerousse à Réaltor jusqu'à Fosse de 225 000 à 400 000 sans changer les pilotes parce qu'ils sont pour la plupart déjà de technique 400. Et quand il fait ça, sur un territoire aujourd'hui où il fournit 1,5 giga avec une réserve de 0,9, pardon, de 0,6, parce qu'il y a une consommation de 0,9, cette réserve de 0,6 plus le dégoulottage, par notre jargon, quand on dit dégoulottage, ça veut dire qu'on augmente la capacité d'un réseau, donc l'augmentation de capacité de Roquerousse, Réacteur et Feuillade, on arrive à 3 gigas. Et avec les 3 gigas, on peut faire, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire sans difficulté, les data centers pour les Marseillais, pareil qu'il y en a d'autres. On peut faire réponse aux besoins pour les pompes à chaleur, passer les voitures électriques, c'est-à-dire le besoin plus d'électrification pour nous, les particuliers. On peut répondre, si ArcelorMittal prend sa décision à faire 2 fours électriques chez ArcelorMittal, sauf qu'on sait que les décisions ne sont absolument pas prises. Et on peut donc prendre le temps de réfléchir à comment faire autrement pour utiliser le vecteur électrique qui est l'hydrogène. Parce que l'hydrogène, c'est à peu près 70% du prix de l'électricité. On prend de l'eau, on fait une électrolyse, on fabrique de l'hydrogène et on sort de l'oxygène de l'autre côté. L'hydrogène, on a le temps. Vous le voyez, là, tous les jours, des projets européens sont revus à la baisse. Certains commencent à se poser des questions. À 13 € le kilo, on est loin du compte. Je ne peux pas citer des grandes compagnies comme Total, mais le patron de Total l'a expliqué au Sénat, il suffit de le réécouter. Alors, si on revient, alors la prospective 2050, ça c'est dans le dossier de RTE, c'est 7 gigas. Si on raisonne
l'hydrogène. J'ai pris cet exemple-là pour illustrer ce qu'on peut faire, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire. Où est-ce qu'il est intéressant de produire de l'hydrogène? Là où on a déjà du réseau électrique, et là où on a de l'eau de façon durable. Il y a au moins 2 endroits sur notre territoire où il y a des friches. Il y en a une qui s'appelle Aramon, où il y avait une centrale thermique au fioul qui était alimentée par l'azote de Fosse, et je ne me rappelle avoir chargé beaucoup de bateaux de fioul pour Aramon à ma jeunesse professionnelle. Et donc, en fait, on peut imaginer qu'à Aramon, EDF, il fasse un électrolyseur. Il y a 1,4 giga de réseau qui existe. Je vous invite à aller le voir, le réseau RTE, il est toujours en place. Et il paraît que dans les différentes réglementations, on doit revaloriser, réindustrialiser, c'est ce que notre président a dit, les friches industrielles. Là, pour le coup, il y a un problème. Ce dont on ne vous parle pas, et certains y travaillent. À Manosque, il y a des gens qui travaillent sur le stockage de l'hydrogène en enterré dans les cavités salines. On fait déjà du stockage de pétrole, demain on pourra faire du stockage de gaz naturel. On fait déjà du stockage de gaz naturel et on pourra y faire du stockage d'hydrogène. Et il y a des acteurs économiques qui sont en train de faire des essais, des tests pour voir ce qu'on peut faire. Et il y a aussi, à côté de Cadarache, de l'électricité, puisqu'à Boutre, il y a la 400 000 qui arrive, et bien sûr, il y a de l'eau, de l'endurance, qui peut permettre. Donc il y a au moins, sur ce territoire, le nôtre, 2 secteurs où on peut faire de l'hydrogène et le transporter par pipe. Alors, Jean Laurent, à la réunion du 4 avril, avait fait cette remarque, et le patron de Gravity lui a dit non, c'est pas possible, il faut absolument que je produise mon hydrogène là où je vais transformer, réduire mon minerai de fer. Bien, on va lui expliquer que soit il dit quelque chose qu'il faut, soit il ne s'est pas renseigné sur ce qui se fait ailleurs. Dans le Grand Est, vous avez un projet qui s'appelle le projet Mosaïque. Et dans le Grand Est, vous avez des anciennes friches, Saint-Avold, Carmin, pour ceux qui connaissent l'industrie. Et sur ces friches-là, on va produire de l'hydrogène qui va être transporté par des pipes de GRTgaz pour être utilisé par la sidérurgie à 40 km de l'autre côté de la frontière, à Dillingen, dans laquelle ArcelorMittal a une participation. Donc ce qui est fait à Mosaïque peut très bien se faire ici. D'ailleurs, Axel l'a dit, GRTgaz réfléchit à un réseau de pipeline. Et Axel a dit tout à l'heure quelque chose de très important, les démarches des uns et des autres ne sont absolument pas coordonnées, c'est brouillon. Pour ceux qui, comme moi, ont connu la Natar, c'est très très brouillon. Où est l'État dans son rôle d'aménageur qui a une vision globale à équilibre? On ne peut pas laisser faire des industriels privés, un RTE tout seul dans son coin quand le GRT travaille à côté. Et j'en rajoute une autre, si c'est public, vous avez SPSE qui a des pipes de bruit et il réfléchit à transporter du CO2. Alors là aussi, donc demain on va encore avoir ce sujet-là. Donc, prenons le temps de regarder ce qui se fait dans des régions. Et le Grand Est, qui est une région qui a souffert sur le plan industriel, est en train de travailler pour avancer sur le plan de la réindustrialisation. L'Occitanie, c'est pas loin. Teréga et la région Occitanie font la même chose avec un maillage, production là où je peux faire et consommation là où je dois consommer. Donc, de notre point de vue, le fait que les débats de concertation à Fosse aient occulté, ce qui est grave, le fait qu'il allait falloir avoir besoin d'apporter de l'électricité et que derrière on vous propose de passer à la THT en force, ça veut bien dire que le débat public, non seulement il a été tronqué, mais le débat il n'est pas au bon périmètre de la région. Au moins on doit débattre de ces sujets-là, et ça on va y venir dans les conclusions sur la partie Aramon, Manosque et Fosse. Donc pourquoi? Alors là vous voyez aussi cette cartographie. Cette cartographie qui n'est pas de moi, qui est GRTgaz, qui bien sûr montre que si ce projet barbare, fameux projet de pipe d'hydrogène qui viendrait de l'Espagne pour mailler avec la France, remonte vers l'Allemagne, eh bien il faudra bien travailler sur un sujet de comment on passe la vitre d'arbre avec un pipe de GRTgaz. Donc on voit bien que chacun mène ses dossiers et qu'il n'y a pas de vision globale, c'est ce qu'a dit Axel, et je partage ce point de vue. Donc nous, ce que nous proposons, on va y venir un peu plus tard, c'est
On va enchaîner sur la slide. Avec 2 gigas de lignes RTE entre Jorquer-Saint-Vincent et Fos, il y en a suffisamment pour répondre aux besoins électriques. Et les 2 autres gigas, faisons-les le moment venu en transportant de l'hydrogène. C'est ça que nous, on propose en solution alternative. Et pourquoi RTE ne pourra pas refuser les 2 gigas en enterré? On va vous expliquer pourquoi. Parce que 4 gigas en enfoui dans le Rhône, c'est compliqué. 4 gigas, ils n'ont jamais fait. Et 2 gigas, on va enchaîner là-dessus. RTE le fait déjà. Ce que je dis est largement public. Il maîtrise la technologie. Et pourquoi il maîtrise la technologie? Parce qu'en fait, il a été obligé, avec ses homologues en Angleterre, en Italie, en Espagne, ils ont été obligés de travailler sur comment on fait, notamment pour passer de la mer du Nord, et comment on fait pour traverser le golfe de Gascogne, etc., etc. Donc, il y a un projet, je vous invite à le voir, qui est le projet du golfe de Gascogne, sur 400 km. RTE va enterrer 2 gigas pour un continu avec 2 stations de conversion. Et on a des éléments de coût, on va en parler tout à l'heure, et c'est possible. Ils maîtrisent la technologie. Pareil, entre la France et l'Angleterre, il y a un projet pour venir à ce qu'on appelle l'interconnexion France-Angleterre qui va monter à 1 giga, donc ils savent faire. La Camargue mérite certainement le même respect que ce qui est mis dans le dossier du golfe de Gascogne. On nous indique, RTE explique qu'ils ne peuvent pas passer avec les lignes 400 sur les Landes, sur Biarritz, sur Bayonne, et qu'il faut passer par la mer. Donc ce qui est vrai d'un côté doit être vrai de l'autre. Et donc bien sûr, on peut comprendre que RTE aille au projet le plus économique. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est 2 gigas enfouis. Alors après, il faut un débat public. Est-ce que c'est dans le Rhône? Est-ce que c'est un litige du Rhône? Est-ce qu'on prend une partie du canal d'Armagnac? Tout ça, ça doit être redébattu. Là, on est sur les principes. Et les 2 autres gigas, qui correspondent à Gravity, à H2V et à Elite, ben les 2 gigas, on les transporte par un vecteur qui s'appelle le pipeline et on les fabrique ailleurs. D'ailleurs, on nous explique qu'il y aura peut-être le barbare pour amener de l'hydrogène qui vient d'Espagne. Donc tout ça doit être remis en cohérence. Et on est désolé de redire qu'il y a un manque de cohérence. Jean-Laurent va vous parler de ce que l'on peut aussi faire à Fos. Alors quand on dit Fos, produire local, il faut entendre Fos, la Vera, le golfe de Fos, et puis bien sûr la région de Berre. Il faut entendre la proximité du port. Jean-Laurent. Merci. Donc, on voit qu'il y a des alternatives, qu'elles n'ont pas été étudiées, et concernant le Rhône, la CNR et le CIMADLAB ne sont pas opposés. Ils ont des principes, ils ont des règles, ils ont des conditions, mais ils ne disent pas non. Donc ça veut dire que c'est possible, RTE sait le faire, et les acteurs du territoire sont prêts à discuter. Il faut simplement discuter. Une autre des solutions, c'est en essayant de plager les agriculteurs sur les produire local, consommer local. On peut, sur l'énergie aussi, commencer sur les principes d'autoconsommation et on regarde un petit peu les projets en cours potentiels à Fos, et notamment vous avez un projet éolien offshore qui devrait en 2030 produire 0,22 gigas. Vous avez la possibilité, avec 6 000 ou 7 000 hectares de terrain industriel disponible, des bâtiments existants, vous avez la possibilité, voire du flottant, c'est-à-dire des panneaux solaires flottants, de faire une superficie de 1000 hectares qui permettrait de produire 0,35 gigas. Alors, tout ça tient compte de la production réelle, c'est-à-dire que ce n'est pas la production théorique, c'est la production calculée.
régulé en fonction du vent et du soleil. Hein, donc c'est du réel. D'autre part, il y a des projets d'osmose. Alors l'osmose, c'est mettre en contact de l'eau douce et de l'eau salée et ça produit de l'énergie. Donc là, il y a une expérience qui s'appelle Switch Energy qui est sur Fossin actuellement et qui est prometteuse. C'est-à-dire les grands deltas peuvent faire ce type de choses et là aussi de l'expérience là. Et bien sûr, il y a la possibilité de continuer, un peu comme on le fait aujourd'hui, de produire de l'électricité à partir du gaz. Donc il y a un combi Golf 1, hein, si je ne me trompe pas, c'est Engie qui fait ça, et on pourrait faire un combi Golf 2 et de la même manière stocker le CO2 dont auront besoin des structures du type hélice néocarbe qui veulent faire des carburants, des biocarburants pour la navigation et qui auront besoin de CO2. Donc on peut imaginer là aussi 0,2 giga. Donc ce qui veut dire qu'on serait prêt à terme, après travail, après de produire 0,77 giga, il faut quand même savoir que 0,67 giga c'est un demi-EPR. C'est à peu près la production d'un demi-EPR d'énergie renouvelable. Et ensuite, comme l'a dit Michel, 2 gigas en courant continu enterré ou immergé en fonction du débat qu'il peut avoir. Et ensuite, vous avez des machines allemandes qu'on appelle des grid-forming, qui sont des onduleurs et qui permettent de mixer les énergies, donc prendre de l'énergie intermittente, mais programmable. On sait quand il y aura du vent, on sait quand il y a du soleil. C'est pas au hasard, donc on peut programmer l'énergie renouvelable, les gigas en courant continu, avec ces onduleurs qui pourront fournir une énergie, je dirais, régulière aux industriels qui sont là. Donc voilà, vous avez là la possibilité d'avoir 3 gigas, ça c'est le projet de RTE, hein, c'est-à-dire transformer la ligne de réacteur. Le mix énergétique, c'est 2,7 gigas dispo en 2030 si on commence à travailler dès maintenant. Et ça fait en gros les 5,7 gigas nécessaires pour 2050 pour développer l'ensemble des industries du Golfe de Fox. Donc on peut développer le projet industriel, on peut obtenir les emplois qui vont avec, mais sans détruire le territoire apaisé. Nous n'avons pas besoin de cette ligne. Alors, je suis avignonnais, je suis né à Avignon et j'ai suivi le Rhône pour venir travailler à Fos. Bien entendu, monsieur le maire d'Arles l'avait dit le 4 avril, je vous ai vu en visio, il y a un Yalta, ce Yalta il ne faut pas le casser. C'est-à-dire qu'effectivement, on est tous d'accord, les pylônes dans la Camargue, mais ce n'est pas acceptable. Moi, je suis un fervent défenseur de l'industrie, mais je ne peux pas accepter, c'est pour ça que je suis là ce soir, je ne peux pas accepter que par ce coup de force, on rentre vers les populations de ce territoire une industrie mal aimée. Ça n'est pas possible. C'est de l'emploi derrière. Ça n'est pas possible. Donc, on l'a dit, il est possible de faire d'un côté, à l'échelle de l'aménagement du territoire, à Ramon, il y avait de l'emploi, il y a des friches. Est-ce qu'on attend pour travailler là-dessus? À Manos, il y a de l'électricité, il y a de l'eau, et ils ont besoin d'emploi aussi là-bas. Qu'est-ce qu'on attend? Le territoire, c'est pas Fos. Le territoire, c'est la région. Et même un peu plus, puisqu'on déborde sur l'Occitanie avec le Gard. Donc, revenons sur le fameux sujet du coût. Alors, bien sûr, 4 gigas en courant continu enterré avec les stations de conversion, une à Fos et une à Jonquière, ça, on a entendu que ça coûtait 4 milliards. On a bien compris que c'était pas ça qu'il fallait faire. Sinon, on se faisait retoquer par RTE. Par contre, le 2 gigas, ils savent le faire. Et le 2 gigas, il coûte, en câble enterré dans le Rhône, sur la longueur dont on a pris. Alors, je dis Rhône, on entend des digues, hein, il faut le débattre. 300 millions d'euros. Et les stations de conversion, on a pris les chiffres de RTE, ça coûte 800 millions. Allez, on va être généreux, on va dire que ça coûte 1,1 million. Et pareil, pour amener de l'hydrogène qui serait produit à Ramon jusqu'à Fos, sur 65 km, là je sais de quoi je parle, pas besoin de demander à RTE, à GRTgaz, ça coûte à peu près 110 millions d'euros. Et il faut trouver le bon tracé qui ne percute pas, ce que disait tout à l'heure Axel Wolf, la
Donc, grosso modo, on peut faire la même chose maintenant, bien sûr, de Manosque sur des servitudes de pipe qui existent déjà. Tout ça en enterré. Et donc, la ligne, elle coûte que 300 millions chez RTE, nous dit c'est 300 millions, la fameuse ligne avec les pilotes de 60 mètres de haut. Mais ce que vous avez chiffré, l'intervention précédente est fondamentale. Derrière ce que vous avez présenté, il faut chiffrer les impacts négatifs. Les impacts négatifs sur l'économie locale. Vous avez parlé de, effectivement, la vitrine que constitue ce territoire et ses retombées-là. C'est énorme. C'est sans commune mesure les chiffres que vous avez annoncés. Donc il faut le chiffrer. Et il faut également chiffrer les fameuses compensations que RTE a données sur cette ligne 300 de 400 volts. Donc finalement, ce qui est défaillant, je suis désolé de le dire dans ce dossier, c'est qu'il n'y a pas d'étude d'impact qui prend en compte le fait que peut-être la 2 giga va coûter plus cher à RTE, mais RTE, c'est pas de l'argent de RTE, c'est le turc, c'est notre argent, c'est l'argent des citoyens. Donc on a bien le droit de dire qu'on peut faire autrement, c'est notre argent, on va le payer dans le prix de transport de l'électricité demain. Et donc, l'étude d'impact qui viendrait apporter un bilan négatif sur ce territoire, ça n'a pas été chiffré. Et c'est un fervent défenseur de l'industrie qui vous le dit. Donc on peut penser autrement quand même. Et on prend le temps de le faire. Nous, ce que l'on demande, je n'ai pas voulu être trop technique, mais vous savez qui est le premier consommateur d'électricité en France? Vous avez la réponse, vous l'avez rencontré, c'est RTE. Avec les lignes électriques, on perd à peu près 3%. Ça fait 12 TWh. Il y a aussi ce bilan qui n'est pas fait. Cette perte d'électricité, il faut bien la produire. Donc tout ça, le bon sens. Moi je reviens de 68 ans avec du bon sens. Faisons un moratoire. Alors notre président de la République nous aide à faire un moratoire, hein, bien entendu. Faisons un moratoire. Remettons-nous autour de la table dès septembre, avec des experts autres que les retraités que nous sommes, hein, parce que nous sommes encore peut-être pas tout rendis, up-to-date. Hein, voilà. Reprenons la concertation, mais reprenons-la avec deux sujets. Deux sujets. RTE, GRT Gaz en même temps, et que chacun soit sur la même tribune pour porter les pipes et les lignes électriques. Les industriels, le patron de Gravity, il faudra qu'il nous explique pourquoi il ne peut pas avoir EDF avec qui il a passé un accord qui produirait de l'hydrogène à Ramon ou à Manosque et qui serait amené par un pipe pour son usine de Fos. Alors que ça se fait partout dans le monde, il faudra qu'il nous l'explique. Bon. Et puis bien sûr, donc à l'échelle d'un triangle. Alors moi j'ai dit à Ramon, on peut imaginer de travailler un peu plus haut, hein, mais à Ramon, Manosque et Fos. Et pourquoi je dis Manosque? C'est qu'à Manosque, c'est le seul endroit dans ce territoire où on pourra stocker de l'hydrogène. Est-ce que vous connaissez un produit, vous, qui est fabriqué et qui, avant d'être consommé, n'est pas stocké? Eh bien, en fait, là aussi, ils sont tous gentils dans la concertation, la Gravity, H2V. Ils vont stocker où leur hydrogène quand ils vont avoir un surplus de production ou quand ils auront un déficit de production qu'il faudra continuer d'assurer le fonctionnement de l'unité qui est derrière. Donc là aussi, on va trop vite. Il paraît qu'on travaille pour 2050, nous sommes en 2024, et tous ces projets-là n'ont pas de maturité avant 2035. Donc on n'est pas assez prêt pour travailler. C'est ce qu'on voulait vous présenter ce soir.